je suis Caro Caro. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil du yoga. C'est Caro Caro qui vous parle. Et aujourd'hui, parce que je n'arrête pas de vous dire qu'il faut expérimenter à la fois ce que vous apprenez jour après jour quand vous faites du yoga, et puis de ce que vous apprenez de votre vie, et puis de ce que le podcast offre en termes de réflexion. Je vais vous faire mon propre retour d'expérience. On présente souvent le yoga comme une activité physique qui met en avant la souplesse et qui présente de nombreux bienfaits comme s'apaiser, devenir plus zen, pouvoir méditer, avoir beaucoup de clarté, peut-être même développer des dons énergétiques, des dons de guérisseurs. Ça me fait penser aux dons qui sont dans les Yoga Sutras de Patanjali, où on est capable de se projeter dans l'univers, de devenir l'égal du soleil et de la lune, de s'envoler. Alors c'est vrai que le yoga développe la souplesse. C'est vrai quand on en fait régulièrement. Mais c'est vrai aussi que à trop faire de yoga, à trop s'assouplir, en fait, on ne fait pas tout à fait ce qu'il faudrait pour notre corps. Notre corps, il a besoin d'harmonie et d'équilibre. Le corps, il a donc besoin de force et de souplesse. Alors, beaucoup vont dire, mais en fait, le yoga permet de développer la force dans une pratique dynamique, avec les équilibres, etc. C'est vrai, mais pas complètement. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je pratique. J'ai redécouvert que j'étais souple parce que je le savais pas vraiment. J'étais pas très très bonne en gymnastique, plutôt gauche dans un corps déjà très grand, en tout cas à l'époque. Maintenant je suis plutôt petite. Et cette souplesse, c'était super parce que je pouvais faire des choses qui m'impressionnaient moi d'abord, donc qui parlaient à mon ego, qui aimait bien voir ça, se dire « Waouh, super, tu fais comme les autres ». Donc une espèce de contentement intérieur, mais pas le santosha des Yoga Sutras de Patanjali, le santosha, le contentement, mais plutôt une satisfaction égotique. Mais bon, c'était comme ça. Tout comme j'étais assez fière d'apprendre tout ce que j'ai appris. Alors, il y a à la fois du cumul de connaissances, et puis surtout ce que je me suis aperçue, c'est que ce cumul de connaissances, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années passant, elles ont commencé à libérer en fait la capsule qu'elle contenait vraiment de sagesse. Si je me regarde 10 ans en arrière et maintenant, il y avait déjà des prémices. Je me retrouve dans la personne que j'étais il y a 10 ans. J'ai pas changé fondamentalement. Mais par contre, cumulé avec mon avancée dans ma propre vie, il y a des moments où je parlerai presque de sagesse, c'est-à-dire des moments où on se pose.
et où on comprend tout d'un coup certaines choses. Pour moi, il y a une évolution très nette entre la pratique physique, qui a été une appétence particulière pendant 10 ans, avec peut-être un peu moins d'intensité depuis, je dirais, 2-3 ans. Est arrivée assez rapidement donc cette volonté de comprendre les choses, donc de me former, de lire beaucoup, de ne pas comprendre, et là j'y reviendrai, de faire plein de choses. Et ça, c'était super. Et cette expérience-là de l'apprentissage de la connaissance, gnana, qui veut aussi dire sagesse, il prend du temps et il prend aussi du temps, en tout cas il a pris du temps avec moi pour se révéler. Et est apparu beaucoup plus tard. Alors il y a déjà eu le yoga nidra pour lequel j'ai une affection très particulière. Et la méditation. Et en fait, je me suis aperçue que dans tout ce que j'ai fait en 10 ans, je suis passée d'une pratique très physique, quasi tous les jours, voire des fois 2 fois par jour, une espèce de drogue pour le corps, à parfois une absence complète de pratique physique des postures de yoga, pour ne faire que de la respiration et de la méditation. Et expérimenter une autre dimension de la sagesse. C'est-à-dire que, au début, c'est surtout, je dirais, les connaissances tirées directement des textes. On nous parle beaucoup donc des Yoga Sutras de Patanjali, avec les yamas et les niyamas, donc on va dire à la fois ce que vous devez observer parce que vous êtes dans la société, et puis aussi ce que vous devez observer vis-à-vis de vous-même, donc une espèce de respect vers l'extérieur et l'intérieur. Savoir que la Bhagavad Gita, elle vous parle du détachement du fruit de l'action, et que il est question du dharma du monde, de l'univers dans ce texte. Donc ces connaissances qui sont à la fois très importantes, en même temps très confuses, et avec cette idée aussi que le yoga est linéaire. Donc on a une pratique physique qui est de plus en plus, parce qu'elle est répétée, elle est de plus en plus avancée, c'est-à-dire que on va aller chercher des postures de plus en plus compliquées, à la fois pour éprouver l'intensité, pour éprouver son corps, pour éprouver son mental, et puis progressivement en même temps, un vrai lâcher-prise du mental. Ceux qui me connaissent vont dire « Là, Caro, tu exagères. Tu parles de lâcher-prise du mental, tu n'arrêtes pas de faire des choses. » Alors c'est vrai. C'est vrai quand on me dit « Mais Caro, tu fais beaucoup de choses. » Je fais beaucoup de choses, c'est ma nature. J'ai une nature qui a beaucoup d'énergie. Et cette nature, jusqu'à assez récemment, je ne savais pas trop comment je pouvais la qualifier. Souvent d'ailleurs, quand vous parlez à des profs de yoga, ils vous disent « Ah oui, j'ai senti cet appel, j'avais envie d'enseigner, de partager. » Bien sûr, moi aussi, mais je trouvais, en tout cas pour moi, que c'était un peu court comme explication parce que à ce moment-là, tout le monde peut partager. On veut tous partager, alors peut-être pas avec tout le monde, mais on a tous ce besoin d'offrir l'expérience qu'on a soi-même rencontrée à d'autres personnes.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui te caractérise? Donc là, on est en train de parler du dharma au sens hindouiste, c'est-à-dire la loi, qu'est-ce qui vous régit, qu'est-ce qui me régit. Parce que le dharma en bouddhisme, c'est pas ça. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Le dharma en bouddhisme, ce sont les paroles de Bouddha. Ce sont les grands textes du canon Pali. Et alors là, je me suis demandé, non, en fait, c'est pas partagé, c'est pas ça. C'est pas ça mon dharma dans le yoga. Et il a fallu que je fasse une incursion, plus qu'une incursion, en fait, je suis en train de plonger complètement dans le bouddhisme pour en fait vraiment comprendre. Et c'est que maintenant, en fait, que je fais les liens avec tout ce que j'ai appris par ailleurs. Donc, c'est pas une question d'hyperactivité. Je suis plutôt quelqu'un, en fait, de très maternant. Me conduit un peu comme une mère. Donc, une mère, ça prend soin. Une mère, ça conduit. Une mère, ça instruit. Bon, ça a aussi des effets. Des fois, vous allez me dire des côtés négatifs, mais on va pas en parler. Donc, il y a eu ce dharma et l'abandon progressif d'une pratique très régulière. Alors, qu'on soit bien d'accord, et puis vous avez déjà écouté d'autres podcasts à ce sujet, j'adore faire des postures avancées pour plein de raisons. J'adore faire des postures avancées parce que forcément, l'image que j'ai de moi-même est positive et se trouve rehaussée. J'adore faire des postures avancées parce que ça m'amuse. J'adore faire des postures avancées parce que quand je suis en train de faire une posture avancée, je pense tellement qu'à ça que je ne pense à rien d'autre. La posture avancée est donc pour moi un moyen de canaliser mon esprit sur une seule chose. Et j'apprends aussi le contentement en faisant une posture avancée. C'est-à-dire que j'apprends à me contenter de ce que je suis en train de réaliser. Même si c'est pas du tout la posture qui était dans le livre, sur YouTube ou une story Instagram. C'est vraiment le plaisir. Et quand j'enseigne des postures avancées, il y a toujours une posture avancée dans mes ateliers, dans mes cours. C'est pas forcément, attention, avoir les deux pieds en l'air. Une posture avancée, c'est une posture challenge pour la majorité des personnes et moi inclus. La visée est la même, l'objectif est la même. Canaliser le mental, prendre du plaisir à essayer de faire quelque chose, et quand on le réussit, savourer. Et se contenter aussi quand on ne peut pas le faire. Pourquoi le contentement est important? Eh bien parce que dans la société dans laquelle on vit, si vous considérez la journée que vous venez de passer, ou la journée d'hier si vous écoutez le podcast au matin. Est-ce que vous pouvez dire « Ouais, hier j'ai passé une bonne journée ». Souvent, on aura plutôt une attitude modérée. Ouais, une journée comme les autres. Et c'est là que, en fait, peut-être la pratique du yoga et de la méditation et de tout ce que m'apprend le bouddhisme révèle d'autres aspects avec du coup qui donne une teinte colorée aux journées, même si il se produit des malheurs autour de soi, dans le monde et puis pour nous-mêmes. Ça peut commencer le matin, j'adore moi prendre
mon petit déjeuner, boire mon café, tranquille, en lisant mon canard enchaîné. C'est le premier plaisir de ma journée. Quand je sors de chez moi, je regarde si je vois des fleurs ou des oiseaux. Si j'entends le chant des oiseaux. Je vais chercher l'écureuil qui vit dans mes pins. Je serai contente d'avoir mon bus à l'heure. Et sur le lieu du travail, je serai simplement contente de commencer une nouvelle journée. Peut-être de finir un dossier. Et puis ensuite, de rajouter des petites choses, d'écrire un article du blog, de préparer les communications pour le podcast ou les cours, et puis prévoir justement mes cours, et puis peut-être prendre le temps de simplement s'arrêter quelques instants pour respirer et méditer, et peut-être même faire du sport un peu plus tard. Mais fondamentalement, ce que j'aime aussi, c'est faire des choses, partager ce que j'ai appris, parce que en fait, ça m'a mis sur un chemin, celui-là. Celui de réaliser que oui, je déguste chaque instant. Je vous donne un exemple. J'ai fait des choses super pendant cet été et après cet été. J'ai accompagné mon fils en Italie. Quand je suis revenue, je suis repartie quasiment dans la foulée une semaine assister mon professeur à Londres. Et puis le week-end d'après, on a eu Anna Forest qui est venue en France. Au lieu de me projeter à chaque fois sur l'événement qui allait se passer dans 15 jours, moi je goûtais simplement le plaisir j'étais en Italie avec mon fils. Le reste, ça attendra. J'avais plaisir à être avec lui, à aller déguster une glace, à profiter de la chaleur de l'endroit où nous étions. Quand j'ai été à Londres, je me suis pas projetée dans le week-end qui allait suivre, où j'allais faire ma première rencontre avec celle qui a créé le yoga que je pratique, Anna Forest. J'ai pris énormément de plaisir chaque journée à marcher dans la rue qui m'amenait au studio et à rencontrer de nouvelles personnes, à essayer de me faire comprendre du mieux possible, à partager. Et c'était super. Et en fait, c'est ça qui... c'est essayer de ne pas... Et d'ailleurs, les gens me disaient « Ah, t'es pas super excitée pour dans 15 jours ?» En fait, non. Je me projette pas aussi loin. C'est dans mon calendrier, parce que je suis quelqu'un qui a un calendrier qui remplit ce calendrier, ça oui. Mais là, je suis à cet endroit-là et je profite de cet endroit-là, comme je profite quand je suis à la maison avec mon mari, on est tranquille. Le contentement. C'est ça que m'a beaucoup appris le yoga. Je l'avais déjà, mais je pense qu'il s'est affiné avec la pratique. Et surtout, c'est une grande leçon parce que quand vous êtes pratiquant de yoga, il peut avoir de la frustration à ne pas réussir une posture, à ne pas réussir à s'asseoir pour méditer ou à réaliser un yoga nidra. J'adore les yoga nidra, je vous l'ai dit. Pour autant, ça fait déjà une bonne année, quasiment, que je n'en ai pas fait. Pourquoi ? Eh bien parce que il y a quelque chose qui bloque, qui fait que je n'entre pas, et je le sais, dans le yoga nidra. En tout cas, dans un yoga nidra guidé. Parce qu'il se trouve que du coup, j'ai développé, et parfois à mon corps défendant, une facilité trop déconcertante à faire certains yoga nidra lors des pleines lunes. Ce qui fait des journées et des nuits très remplies. Je sais qu'on dit que le yoga nidra repose, mais quand les yoga nidra sont très intenses, à la fin de la journée, parfois on est fatigué. On peut aussi se tromper, et c'était là aussi où je voulais en venir. On peut se tromper dans
dans le chemin qu'on a pris en fait. Se rendre compte que là, le chemin il s'arrête. C'est une voie sans issue. Et qu'il va falloir retourner en arrière pour emprunter une autre direction. On se trompe parce que peut-être parfois on n'a pas les connaissances requises. C'est mon cas par exemple en matière d'histoire ou de philosophie du yoga. J'essaye de combler cela et c'est difficile. Je commets des erreurs. Je commets des erreurs à tel point que en fait j'avais enregistré un autre podcast à la place de celui-ci qui n'avait strictement rien à voir avec le thème que je développe maintenant. Puis en réfléchissant et en revoyant certaines choses, je me dis mais tu as dit des âneries. Et c'est trop compliqué de revenir sur. Il était un peu long en plus. C'était trop compliqué pour moi de revenir dessus. Donc je l'ai supprimé. Alors ça veut dire que j'ai abandonné ce projet-là. Ça veut dire aussi que j'ai fait preuve de beaucoup trop de perfectionnisme. On y reviendra encore après. Mais en même temps, voilà, parfois il faut du temps pour comprendre certaines choses. Et justement, on a tendance aussi parfois à se précipiter pour comprendre. C'est-à-dire, quand on commence, on achète plein de livres et on essaye de « Ah, le prof a dit ça, ah, et ça, et ça, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Samadhi, Kaivalya, yoga. Ah oui, l'histoire du yoga, alors c'est comme ça, comme ça. » Mais l'histoire du yoga, mais je n'arrive pas à comprendre. Alors, on n'arrive pas à comprendre l'histoire du yoga, pourquoi? L'histoire du yoga n'est pas linéaire du tout. Surtout, c'est qu'en fait, on essaye de mettre chaque texte dont on a entendu parler, les uns après les autres, comme si c'était un continuum. Mais pas du tout, en fait. Vous avez des textes qui viennent en même temps qu'un autre qui était important, et du coup, on est un peu perdu. Ou voire beaucoup perdu. Alors, j'ai appris à lâcher prise par rapport à la signification des choses, en fait, avec la méditation et le bouddhisme. C'est assez marrant d'ailleurs. Je ne l'ai pas lâché quand c'était pour le yoga, j'ai lâché prise pour le bouddhisme. La première fois que j'ai lâché prise, c'était pour apprendre des mantras. Alors, j'avais déjà fait l'expérience d'apprendre les Yoga Sutras sans le texte sous les yeux. Ça a été très compliqué. J'adore les Yoga Sutras, j'adore chanter les Yoga Sutras. Mais alors, qu'est-ce que j'étais contente d'aller voir le texte après avoir chanté, parce que mon esprit avait beaucoup de mal. Il s'est passé la chose opposée avec les mantras. L'idée, c'était de ne pas réfléchir, de ne pas chercher à comprendre la signification, à traduire. Juste apprendre ce qui était donné. Très grande leçon. Apprendre à ne prendre que ce qu'on nous donne. Donc, juste la transmission du mantra. Et là, ça a été une révélation parce que la transmission du mantra, non seulement, en fait, elle s'est faite assez rapidement, mais surtout, c'est que le mantra a pris une coloration, une saveur particulière au fur et à mesure que je le chantais. Et pour certains, c'est pas vrai de tous les mantras, pour certains, les mantras résonnent le matin, le midi, le soir, en soirée, pendant la nuit, quand je me réveille. Vous savez, vous connaissez peut-être, on parle de japa, la récitation du mantra. Ça, c'est quand vous chantez, par exemple, à voix haute ou à voix basse, et puis après, vous allez le faire intérieurement. Et puis, en fait, il va y avoir une dernière étape qui va s'appeler Ajapa Japa, qui est cette fois-ci la récitation, mais sans réciter. Sans conduite du mental. C'est ce qui s'est passé. C'est très intéressant, pas du tout déroutant, très intéressant, parce que tout d'un coup, il y a une espèce de mystère qui se développe. Depuis le mois de juillet, je suis une formation, je vais l'appeler formation, mais ce n'est pas une formation, qui dure 21 semaines, avec un lama, donc un maître bouddhiste, qui nous initie.
et nous fait la cérémonie de l'empowerment, qu'on pourrait traduire par l'empuissancement, mais j'ai un peu de mal à vous donner un équivalent en français, mais parce que je n'ai pas cherché. Parce que je ne veux pas chercher, justement. Bon, alors, c'est en langue anglaise, mais c'est pas ça le truc. C'est que, en fait, on a l'initiation sur 5 déités bouddhistes, avec le mantra et toute la sadhana, donc la pratique, qui ressemble beaucoup, en fait, à une cérémonie, à une prière, pour cette déité en particulier, qui demande un véritable effort, parce qu'il y a des visualisations, il y a des offrandes par des gestes, avec des mandalas visuels. Et en fait, je me suis retrouvée dans la situation de quelqu'un qui ne connaissait pas grand-chose, voire quasiment rien. Quand vous étudiez par exemple le Bouddha médecine, il y a plein de notions qui apparaissent. Quand le lama a commencé à expliquer les tankas avec toutes les représentations, c'est très codifié dans le bouddhisme. Je comprenais rien. On a un groupe privé Facebook où beaucoup de gens parlent du yidam, etc. Bon, alors je sais à peu près ce que c'est, mais je comprends pas. Avant, ma réaction aurait été d'aller voir. J'ai plein de bouquins pour ça. J'ai un magnifique dictionnaire de Philippe Cornu qui est vraiment super. C'est sur le dictionnaire du bouddhisme, c'est hyper complet. Mais je ne vais pas le voir tout le temps parce que je veux juste laisser infuser. Donc ça, c'est peut-être la deuxième grande leçon en fait de ce parcours, c'est laisser infuser. Santosha, laisser infuser, donc être dans le moment présent. Lâcher ce mental. Je vous ai dit aussi que parfois, le chemin, il pouvait être désagréable. C'est le cas, par exemple, sur les méditations, quand vous commencez à faire des méditations un peu poussées. Ou, par exemple, là, actuellement, nous travaillons, ça fait déjà quelques mois, mais sans vraiment dire « Ah oui, on va faire une méditation là-dessus », mais c'est sous-jacent sur les aversions et ce qu'on n'aime pas. Et c'est très intéressant, parce que souvent, ce qu'on voit apparaître, c'est l'ego. Ce fameux ego, celui dont on nous rebat tout le temps les oreilles, celui qui empêche le fameux soi, l'Atman, de se fondre avec le Brahman, l'univers. Ce soi qui devient non-soi en bouddhisme. Mais voyez-vous, j'ai pas encore regardé ce que ça signifie vraiment. J'expérimente. Et c'est à ça que je voudrais vous inviter en fait. Je voudrais vous inviter à expérimenter et à vous planter. À vous tromper. Et puis à apprécier quand vous vous trompez, mais bien entendu aussi quand vous trouvez votre chemin. Parce que, ou la réponse à quelque chose. Parce qu'en fait, c'est ça le yoga. Bien sûr que c'est une façon, puisque je vous le dis souvent, le yoga est lié au Sankhya, donc c'est vraiment l'idée de faire cesser les souffrances, puisque de toute façon, on cherche Kaivalya, la grande libération, à la fin des Yoga Sutras de Patanjali. Dans le bouddhisme, d'ailleurs, c'est la même chose. L'idée, c'est de devenir un être éveillé, un Bouddha, et puis donc de ne plus connaître la souffrance et ses causes, et d'être dans la joie, l'équanimité, et d'arrêter la réincarnation, le cycle des renaissances. Ça, c'est le grand but. Mais bon, l'ego, il existe. Et le soi, des fois, se confond avec l'ego, et des fois, non.
Donc quand on se trompe, souvent c'est l'ego qui apparaît vraiment. Et puis il y a ce fameux soi qui apparaît. C'est quelque chose d'assez éternel, lumineux, qui irradie, qui est vaste, qui est calme, qui est une joie profonde, mais pas une joie extatique. Ou plutôt, ça pourrait être extatique, mais c'est pas une joie qui se manifeste de façon bruyante. C'est à ça que je vous invite. Quel que soit votre niveau de réalisation des postures de yoga. Et la première chose que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes sur le tapis, en train de faire une posture, même une salutation au soleil. Voyez-vous, êtes-vous dans le contentement? Êtes-vous dans la joie, dans la souffrance? Pourquoi? Et si vous faisiez un pas en arrière, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait vous faire? Et est-ce que vous avez vraiment besoin de comprendre certaines choses, mais plutôt laisser infuser tout doucement? C'est pour ça que, en fait, faire des formations, c'est super. On apprend plein de choses. J'adore ça. Et en même temps, il y a un moment, il ne faut plus en faire. Il y a un juste milieu. En fait, toute cette histoire, c'est une question de juste milieu. Alors, j'espère que mon retour d'expérience sur le yoga, sur la méditation, même si j'en ai pas beaucoup parlé, mais en fait, bouddhisme égale méditation, c'est l'essentiel du bouddhisme, c'est la méditation. Et j'espère que vous pourrez aussi revoir tout votre cheminement jusque-là, à éprouver du contentement, assurément. Voir aussi les choses qui nous titillent quelque part, hein. Nous voir évoluer. On peut être des gens avec une vision, je dirais, on veut faire des grandes choses. Moi, je voulais faire des grandes choses. Le podcast, je voulais qu'il soit écouté par des milliers de personnes. On arrive tout doucement à 13 000 en 3 ans. Donc, c'est très bien. Au début, je vous aurais pas dit ça. Et en fait, maintenant, je suis super contente. Et puis, c'est tout. On passe à autre chose juste après. Je voulais avoir plein d'élèves dans mes cours. Plein d'élèves. Et en fait, vous savez quoi? Je me rends compte que... j'adore avoir des gens, c'est pas le problème. Mais pour moi, c'est difficile d'avoir, par exemple, plus de 8 élèves. Pourquoi? Parce que j'ai envie de donner beaucoup à mes élèves. On fait beaucoup d'assistance par les mains pour aider à sentir des choses, pas pour faire mieux la posture, pas pour, par exemple, je sais pas moi, faire un demi-lotus complet, etc. Non, pour sentir ce qui se passe. Pour aider la personne, en fait, des fois, on a besoin d'un petit support. Je suis ce support. Si on était plus nombreux, j'aurais du mal à l'être. Et je crois que je serais frustrée. Et en fait, j'ai trouvé du contentement aussi dans le fait d'avoir pas forcément beaucoup d'élèves. Et en fait, vous savez quoi? Je suis super contente comme ça maintenant. Donc, vous voyez, on évolue et je vous le dis sans... Voilà, c'était très certainement, même sûrement mon ego qui parlait. Et puis, les choses se sont mises en place, les choses se mettent en place, elles continuent de se mettre en place. Et moi, je continue d'évoluer, pas de changer, de faire ce travail, en fait, sans le faire. C'est ça le plus difficile. C'est en fait de lâcher prise sur le faire. C'est quelque chose qui se déroule. Bon, vous le savez, comme d'habitude, avant que je vous dise au revoir, si vous avez aimé ce podcast, mettez un cœur sur la story Instagram, voire partagez la story Instagram. Partagez autour de vous pour faire connaître le podcast. YouTube aussi, ça existe. Et puis, vous pouvez nous écrire sur aufilduyoga@gmail.com.
pour nous dire si vous avez aimé, pas aimé. Mais bon, quand on n'aime pas, c'est vrai qu'on a du mal à recevoir les avis négatifs. Et puis, donnez-moi des thèmes. Ça serait le top. Merci beaucoup et passez tous une super excellente journée et à très bientôt. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.